Nous allons partir à Kiev, rejoindre Irina Vereshchuk. Bonjour à vous. Вітаю. Bonjour. Alors, vous êtes vice-première ministre ukrainienne d'Ukraine. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes russes se retiraient de Kharkiv, deuxième ville du pays. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez plus de précisions? Oui, c'est exactement ça. Notre état-major a informé du fait que les troupes se retiraient de Kharkiv essuyant des pertes. Très bien. Et on le sait, quelle est la teneur exacte ou pas de ce retrait? Est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est pour l'instant provisoire? Je ne connais pas les précisions. Je peux faire partager les informations officielles de l'état-major, mais c'est ce qu'on a vu à Kiev, à Soumy, à Tchernihiv. Ça se peut, en effet, parce que les forces ukrainiennes sont motivées et font peur et repoussent l'ennemi. Je pense que ce recul va continuer. Alors, une question tout de même, Irina Vereshchuk, à propos de Mariupol. L'usine d'Azovstal, aujourd'hui, eh bien, selon vous, est occupée toujours par des militaires, mais le maire de la ville, lui, dit qu'il y a encore des civils qui seraient également réfugiés à leur côté. Est-ce que vous en savez un peu plus? Selon nos informations que nous avons obtenues auprès des représentants de l'ONU qui, eux, ont obtenu ces informations de la part de Denis Prokopenko, commandant sur le site, lors de cette opération spéciale d'évacuation, il n'y a aucune femme, aucun enfant et aucune personne âgée qui se trouve civile, qui se trouve sur le site d'Azovstal. Ainsi, nous avons cette information tout à fait officielle à vous annoncer. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui le bataillon Azov diffuser des images de soldats blessés, abîmés par les combats. Aujourd'hui, pensez-vous qu'ils vont pouvoir encore tenir longtemps face à l'armée russe, qui ne donne d'ailleurs pas l'assaut contre l'usine? Ils donnent l'assaut. Ils attaquent chaque jour, chaque nuit. Hier, il y a eu une tentative, énième tentative de lancer cet assaut. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 blessés militaires sur place. Ils ont le droit, selon toutes les conventions de Genève, d'être évacués. La Croix-Rouge fait tout pour mettre en place ce couloir humanitaire. Et nous nous adressons au monde entier avec le message de faire tout pour créer cette possibilité d'évacuation. Irina Vereshchuk, on a vu que c'était très compliqué de monter des couloirs humanitaires. Notamment, on l'a suivi week-end après week-end, il y a eu des échecs. Et puis, heureusement, finalement, ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées ont pu être évacuées. Pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de monter ces évacuations des villes en proie au combat? Tout simplement parce que la Russie ne souhaite pas l'évacuation. La Russie souhaite tout détruire. Et vous, chers journalistes, le monde entier, le monde civilisé, vous l'empêchez de faire le pire sur place. Et ça, c'est notre cause commune, d'empêcher au XXIe siècle à la Russie de tuer les gens. Mais aujourd'hui, les associations humanitaires peuvent-elles travailler en Ukraine, notamment sur les zones de guerre? Quelles sont les associations qui peuvent être sur place? Il y a des associations, on le voit, des associations aussi bien françaises qu'internationales, la Croix-Rouge internationale, Médecins sans frontières, qui essayent de travailler. Et est-ce que c'est possible pour eux de travailler sur place?
Elles ont beaucoup de difficultés parce que la Fédération de Russie ne respecte pas ses obligations. Mais oui, elles sont là et je tiens à leur dire un grand merci aux représentants de l'ONU, aux représentants de la Croix-Rouge, aux représentants des Médecins sans frontières. Ils font tout pour soutenir les militaires et les blessés. Cette nuit, la Chambre des représentants aux États-Unis a voté un plan d'aide à l'Ukraine de 40 milliards de dollars. Alors, ce plan doit être encore approuvé par le Sénat. Pour vous, aujourd'hui, l'Amérique est le premier soutien de l'Ukraine ? Je considère que tout le monde, chaque citoyen qui nous soutient, vous, chers journalistes, le peuple français nous soutiennent. Nous ne faisons pas la distinction entre les premiers soutiens et les deuxièmes soutiens. Nous sommes là réunis pour la cause commune. Tout de même, 40 milliards, l'enveloppe est énorme. C'est le seul pays à débloquer autant d'argent. J'espère que cette aide nous parviendra. Un volet sera dédié à l'aide humanitaire, à l'aide économique et un volet à l'aide militaire. Et nous sommes tout à fait reconnaissants aux États-Unis pour ce soutien. Alors lundi, Emmanuel Macron s'est exprimé à Strasbourg au Parlement européen. Il n'a pas semblé le plus fort soutien de l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Et il a proposé de créer une communauté politique européenne pour y faire patienter en fait ceux qui souhaitent y adhérer. Qu'avez-vous pensé de cette proposition ? Eh bien, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de tous les programmes qui peuvent accélérer notre adhésion, mais les programmes qui ne peuvent pas et ne sont pas là pour remplacer notre adhésion. Toute communauté ou alliance n'ont pas de sens si nous ne pouvons pas adhérer à l'Union européenne. Poutine risque de voir une faiblesse au sein de l'Union européenne. Et Poutine, effectivement, a vu cette faiblesse en 2008, lorsque, effectivement, l'OTAN a fait patienter l'Ukraine. Et puis, on a eu l'assaut en Géorgie, on a vu l'assaut en 2014. Soit l'Ukraine adhère à l'Union européenne et ne sont plus forts, sinon, c'est le pire. Donc pour vous, aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait une proposition plutôt faible. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron comprend parfaitement la situation parce qu'il parle au président Poutine depuis des années. Il sait que Poutine ne va pas s'arrêter, qu'il va être plus fort et il ne faut pas que l'Europe soit faible. Ça voudrait dire que, selon vous, Ursula von der Leyen a déclaré que, l'Europe prendrait sa décision quant à une adhésion de l'Ukraine au mois de juin. C'est-à-dire que pour vous, il faudrait que l'Ukraine accède à l'Union européenne très rapidement, malgré les problèmes économiques, parce que c'est aussi ça que dit Emmanuel Macron. Le niveau aujourd'hui, l'Ukraine aurait des efforts à faire pour accéder au rang de membre de l'Union européenne. Oui, je pense que les Ukrainiens qui se battent pour leurs valeurs, pour les valeurs de l'Union européenne, et parce que l'Union européenne, c'est d'abord les valeurs et l'économie après. Pour nous, l'Europe, c'est le symbole des valeurs et des droits de l'homme. Et nous sommes prêts à payer le prix ultime pour ces valeurs aujourd'hui. Et donc, nous pensons que la décision doit être prise en juin et après, nous allons nous conformer aux critères. Quelle image avez-vous du gouvernement français et des décisions d'Emmanuel Macron depuis le début de cette crise ?
Nous remercions vivement et infiniment la France du soutien. Nous remercions personnellement le président Macron. Je me souviens de son entretien avec Poutine pour demander l'ouverture d'un couloir humanitaire à Mariupol. Et je me souviens aussi que la promesse a été donnée de la part du président Poutine. Et le lendemain, les civils étaient tous enthousiastes pour pouvoir quitter cette ville, mais la plupart étaient déportés. Et donc, il ne faut pas croire aux promesses du président Poutine. Uniquement ensemble, l'union fait la force, uniquement ensemble, nous pourrions mettre fin à cette guerre. Pour vous, il y a encore un intérêt au fait que le président français parle encore à Vladimir Poutine? Je pense que ce dialogue doit être maintenu autant qu'il est efficace, autant qu'il nous apporte un résultat concret. J'espère que la médiation d'Emmanuel Macron, homme politique très expérimenté, dans ce dialogue de Poutine sera encore plus efficace. Et nous espérons que les décisions seront plus efficaces, telles que l'embargo, telles que les sanctions économiques, qui seront des outils extrêmement pointus et efficaces dans ce cadre, dans ce format de dialogue. Le 23 avril dernier, Volodymyr Zelensky souhaitait, en fait, était toujours favorable à parler avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous savez si ce dialogue un jour pourra se faire, si les deux hommes pourront ou pourraient se rencontrer? J'estime que nous devons faire absolument tout pour que la tragédie d'Azovstal ne reste pas dans les manuels d'histoire comme la tragédie la plus grave dans notre siècle. Il faut effectivement ouvrir un dialogue pour mettre en place des couloirs d'évacuation. Si nous offrons cette occasion et cette chance à tous les rescapés, et on pourra aborder d'autres questions par la suite. Vous parlez justement du drame d'Azovstal. À propos d'autres drames, notamment celui de Boutcha, le président français n'avait pas évoqué le mot de génocide. Ça lui avait été reproché par Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous pensez que le terme, aujourd'hui, doit être prononcé par les officiels français? Oui, nous pensons que ce terme serait adéquat vis-à-vis de la situation, adéquat vis-à-vis des atrocités commises, vis-à-vis effectivement du peuple ukrainien, puisque les Russes veulent nous anéantir. Aujourd'hui, les renseignements américains évoquent une extension du conflit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Oui, nous sommes très inquiets. Nous pensons que l'extension du conflit ne pourrait pas nous renforcer ni militairement ni économiquement. Il s'agit d'une destruction planifiée de l'Ukraine comme pays. Et il est possible de raccourcir la durée de cette guerre. Si nous sommes unis, si nous appliquons les sanctions économiques efficaces et si nous obtenons davantage d'armes. Est-ce que vous pensez, quand vous dites si nous sommes unis, ça veut dire que vous craignez à un moment que la communauté internationale vous oublie, ne soit plus unie derrière vous? Nous comprenons que l'Union européenne et d'ailleurs la Fédération de Russie comptent là-dessus, que l'Union européenne a un potentiel quand même qui a des limites. Et nous ne voulons surtout pas
voir cette fatigue qui s'installe vis-à-vis des événements en Ukraine, parce que ces événements ne concernent pas uniquement l'Ukraine. Nous souhaitons avoir des voix au sein de l'Union européenne qui continuent à nous soutenir, parce que pour le moment, parallèlement, nous entendons d'autres voix, d'autres opinions, comme quoi il faut peut-être alléger le soutien à l'Ukraine. L'Ukraine vit maintenant la menace existentielle et je veux bien que ça soit bien compris par tout le monde. Quand vous dites, on entend des personnes qui souhaiteraient l'allègement des aides à l'Ukraine, vous visez qui quand vous parlez de ça? Je parle des pays qui considèrent que l'embargo pétrolier pourrait nuire à leur économie, comme par exemple la Hongrie. Je parle des pays dans lesquels il y a des experts, comme en Allemagne, qui déconseillent de livrer plus d'aide à l'Ukraine. Je parle des hommes et des femmes politiques qui pensent que en livrant uniquement tel ou tel type de soutien à l'Ukraine, ça peut mettre un terme au conflit. L'Ukraine n'est pas une zone de tampon. Nous ne souhaitons plus être cette zone de tampon. Et effectivement, il n'y a pas d'autre voie que de mettre un terme à cette guerre. Lundi, il y avait ce défilé militaire important à Moscou, jour de la victoire. On a vu Vladimir Poutine finalement faire un discours assez court, même toutes les troupes n'étaient pas présentes. Pour vous, comment vous l'avez vu ce défilé ? Nous comprenons que Poutine souhaitait un défilé militaire symbolique à l'occasion de cette victoire. D'ailleurs, j'ai du mal à qualifier cette victoire, surtout soi-disant victoire quelconque dans le cadre de cette opération militaire spéciale, comme il l'appelle. Eh bien, nous avons au contraire vu un échec de sa vision du monde. Et les experts qui suivaient son discours, qui le connaissent très bien, ont bien vu son échec. Poutine a essuyé cet échec. Et maintenant, l'Europe ne doit pas essuyer l'échec. Juste une dernière chose, Irina Vereshchuk, aujourd'hui, on a vu qu'on s'entendait pour débloquer de l'argent pour des armes, des aides humanitaires. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de plus, notamment de la part de l'Union européenne? Une accélération, notamment sur le blocus concernant le pétrole russe et le gaz russe? Nous avons beaucoup d'espoir là-dessus. Vous savez que hier, il y a eu un événement sans précédent. Une partie de gazoduc qui transportait le gaz sur notre territoire a été occupée par l'ennemi. Et ainsi, nous avons expliqué que nous ne pouvons plus livrer le gaz via cette partie de gazoduc. Donc, il y a bien un problème, vous voyez bien, l'ennemi ne peut pas garder sous son contrôle permanent des sites d'infrastructures clés comme le gazoduc, comme les centrales nucléaires. Nous devons le comprendre. Ainsi, nous devons arrêter Poutine. Nous devons le repousser jusqu'à la frontière internationalement reconnue. Et après, il faut reconstruire et l'Ukraine et l'Europe. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Irina Vereshchuk, vice-première ministre d'Ukraine. Vous étiez en direct de Kiev. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir répondu aux questions d'LCI. Magali Barthès, c'était intéressant.